Donc on va parler aujourd'hui de l'ouverture du code en fait, de vos plugins pour les autres développeurs. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est pas vraiment comme une conférence, un atelier, vous pouvez participer, poser des questions, etc. Et si j'ai les réponses, je vous les donnerai, sinon tant pis. Donc je me présente, je m'appelle Rémi Corson, je travaille pour Wootem. Wootem, c'est une société qui est connue surtout pour WooCommerce, qui est le plugin de e-commerce le plus populaire du moment pour WordPress, et puis qui est d'ailleurs une des solutions e-commerce en général les plus utilisées, qui va au-delà de Magento, etc. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur remycorson.com où il y a pas mal de trucs, des tutoriaux, des snippets, plein de choses. Tout ça en anglais. Et puis sur Twitter, remycorson.com. Donc voilà pour les présentations. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent pas français, il y a les présentations qui sont disponibles, enfin les slides en anglais, donc sur l'adresse qui est là. Et non, vous allez les prendre, c'est fait pour vous. Vous les télécharger, je ne veux pas le savoir, vous les prenez. Donc voilà, d'ailleurs c'est assez lisible. Donc pourquoi rendre votre code accessible, modulaire ou quoi que ce soit pour les autres développeurs? C'est la question que j'ai posée à des gens de l'industrie de WordPress, notamment aux gens avec qui j'ai travaillé, notamment Pippin Williamson, qui donc m'a répondu de la même manière que nous modifions WordPress avec nos plugins, nous pouvons altérer nos plugins par d'autres plugins. Donc en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que nous, quand on met un plugin dans WordPress, on modifie WordPress. Et bien, on peut faire la même chose avec votre plugin à vous. En fait, vous avez votre plugin, vous l'installez, et puis il y a d'autres gars qui peuvent modifier votre plugin. Donc c'est plutôt cool venant d'un mec qui a développé Easy Digital Downloads, qui est un des plugins de niche de e-commerce qui est vraiment en vogue en ce moment. J'ai posé la même question à Mike Jolet. Mike Jolet, c'est le lead développeur de WooCommerce. Donc c'est quelqu'un avec qui je travaille tous les jours. Qui lui m'a dit que l'ouverture de votre code est la meilleure façon de faire croître votre produit rapidement. Plus de dev égale plus de contribution. J'ai simplifié un peu parce qu'il m'avait mis une tartine, du coup. Mais en fait, ces deux gars-là, Pippin Williamson et Mike Jolet, c'est un peu des superstars du code, en fait. Donc je pense que ces paroles-là, c'est vraiment des paroles qui ont un impact vraiment fort et quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. De la même manière, j'ai posé la question à des spécialistes WordPress, mais orientés marketing et puis économie relative à WordPress. Donc c'était juste mes patrons en fait. Donc Mark Forrester, qui est le cofondateur de Wootem, qui dit il est important de créer des opportunités d'affaires autour de votre produit afin d'assurer sa durabilité et sa rentabilité. C'est clairement la définition du freemium. Freemium, WooCommerce, c'est un freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit. Si vous en voulez plus, il y a plein de choses payantes à côté, notamment le support, mais il y a tout un tas d'add-ons, etc., qui font que vous allez pouvoir vous gagner de l'argent et puis faire gagner de l'argent à d'autres. C'est également ce que m'a dit Magnus Jepson, qui est donc l'autre cofondateur de Wootem, qui me dit permettre de modifier ou d'ajouter des fonctionnalités à votre plugin étant naturellement sa base. Ce qu'il entend par là, c'est un petit peu ce que disait Mike Jolet, c'est que plus il y aura des gens susceptibles de vous donner un coup de main à créer des éléments autour de votre produit, plus votre produit va avoir tendance à gonfler. Il va y avoir des pull requests qui vont être faites sur GitHub, etc. Donc ça permet de faire gonfler votre projet, votre produit, etc. et de créer un espèce d'écosystème autour de ça. Donc je sais que c'est une conférence. Le WPTech, c'est quelque chose qui est vraiment dédié aux développeurs, mais je pense que c'est important de parler de cet aspect économique, parce que beaucoup de gens ont le talent pour faire des choses intéressantes, mais n'ont pas forcément cette volonté ou cette connaissance ou cette envie juste d'aller vers le côté économie de la chose en fait. Et donc l'ouverture du code, ça permet d'une part de faire un code qui est vraiment sympa, et à côté de ça de générer de l'argent, ce qui n'est pas non plus négligeable. Par exemple, on a une société qui s'appelle Skyverge qui a fait un plugin qui s'appelle Subscription. C'est donc un plugin qui se connecte, enfin, c'est un add-on qui se connecte à WooCommerce qui permet de vendre des abonnements sur WooCommerce. C'est le produit qui se vend le plus sur Wootem, c'est-à-dire que ça dépasse tous les thèmes qu'on a fait depuis des années et tous les autres add-ons. Et c'est une société tierce qui l'a fait. Donc en gros, cette société-là, elle a employé 6 personnes à temps plein. Enfin, elle emploie 6 personnes à temps plein. Donc c'est la preuve que
nous, on propose un produit gratuit, on ouvre notre code, donc on laisse en fait des portes d'entrée, ce qu'on va voir un peu plus tard, pour d'autres, et d'autres rentrent dans la brèche, proposent des solutions, et ça fait vraiment un rapport gagnant-gagnant entre tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est un plugin modulable? Un plugin modulable, c'est donc un plugin qui peut être modifié et étendu sans que le code source soit modifié. C'est clairement ce qui se passe avec la plupart des gros plugins style BBPress, style WooCommerce, style Easy Digital Downloads. On peut faire plein de choses, rajouter plein de choses, enlever plein de choses, modifier plein de choses, sans toucher une seule ligne de code du plugin core. Ce qui est comme la base, parce que si vous faites une mise à jour, ça ne marche plus. Donc je suis allé voir dans le dictionnaire ce que voulait dire vraiment modulable. Et la définition, c'était voilà, flexible, adaptable, ajustable. Il y avait aussi souple, flexible ou docile. Docile, j'aimais bien ce mot-là, je crois que c'était sympa. Par contre, ce que modulable n'est pas, c'est que c'est inadaptable, c'est rebelle, c'est récalcitrant. C'est exactement ce qu'on ne veut pas en fait. Quand on fait un plugin, on ne veut pas que ce soit qualifié d'adjectif comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça reste un plaisir pour les autres de venir intégrer leur code par les portes d'entrée que vous avez laissées. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'un plugin modulable? Ça peut être un plugin de e-commerce. Donc là, j'en ai parlé, WooCommerce, Easy Digital Downloads, etc. Permettant, par exemple, d'ajouter des moyens de paiement, des systèmes de livraison, FedEx, UPS, il y en a plein d'autres. Et c'est pas que ça. Ça peut être aussi, je parlais de BBPress, j'ai fait un petit plugin qui permettait de faire du support avec BBPress. Donc de transformer un forum, en fait, en système de support et en mettant des conversations privées. C'est-à-dire que dès que j'avais besoin d'accéder à l'administration d'un site, je demandais les codes d'accès qu'on me mettait dans BBPress et par défaut ça aurait été public. Donc j'ai fait un petit système qui permet de rendre ça privé et du coup sans toucher au code de BBPress. Donc c'est juste en utilisant des hooks en fait. Ça peut aussi être un plugin de type slider. Donc là je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je ne suis pas un fan des sliders en général. Mais ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut changer le markup des slides, etc., de les rendre peut-être meilleurs en SEO, enfin peu importe, sans modifier le code source. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut modifier quand on a un plugin modulable, ou qu'est-ce qu'on devrait pouvoir modifier? La réponse, elle est assez simple, à peu près tout. Donc des textes, des images, des données, des visuels. Alors les visuels, c'est vraiment la partie templating, c'est vraiment... voilà, et puis des fonctions. Concrètement, tous les plugins peuvent être modulables. C'est juste un choix en fait. C'est un choix de rendre son plugin modulable ou pas. Si vous voulez vraiment avoir un produit, quand je parle produit, c'est un projet, qui soit pérenne, qui soit intéressant pour les autres développeurs, il faut ouvrir le code. Comment? Alors là, je suis un peu déçu parce que je voulais faire un truc un peu sympa, mais en fait, il y a déjà eu le capitaine Crochet qui est arrivé tout à l'heure. Du coup, voilà, avec des hooks. C'est une première solution. L'utilisation des hooks. Alors je pense que tout le monde connaît les hooks ici? Ouais. Super. Du coup, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. WordPress propose des fonctions natives. Add action, do action, add filter, apply filters. Je pense que ça vous parle tout ça? Super. Donc juste pour faire un petit récap, donc les actions elles sont déclenchées par des événements spécifiques. Ça peut être la publication d'un article, l'activation d'un thème, etc. Et ça permet par exemple d'envoyer un mail, de modifier des données dans la base, d'altérer l'affichage d'une page, etc. Alors que les filtres, c'est des fonctions permettant de manipuler les données. On va voir tout à l'heure dans des exemples comment on peut utiliser ce code de manière optimale, qu'est-ce qui est bon de faire, qu'est-ce qui est un peu moins bien, etc. Donc voilà, donc les hooks, les actions et les filtres. Alors quelques exemples de code. Là c'est en fait un code qui crée un shortcode. Donc en gros, j'ai un shortcode affiche message qui va lancer en fait, qui va afficher ce petit div là. Qu'est-ce que vous avez à dire de ce code? Qu'est-ce qui vous semble cohérent, incohérent? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent, etc. D'après vous, c'est quoi? Il manque un add filter. Ouais. Ouais, il manque un add filter. Donc ça fonctionne, mais du coup, moi j'ai pris juste l'action avant le filter. J'ai mis un do action ici qui permet en fait
avec un add action, d'aller faire un petit peu ce qu'on veut à cet endroit-là. Donc ça permet de, par exemple, ajouter une fonction qui va aller se hooker donc à l'action qu'on a créée ici, pour ajouter du contenu. Donc en détail, la fonction que j'ai rajoutée, c'est ça. C'est juste un echo tout simple. Et le résultat, c'est voilà, c'est ce que le shortcode affichera juste une deuxième ligne. Donc en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que sans modifier le code de mon shortcode, en fait, avec ma nouvelle fonction, avec celle-là, j'ajoute du code. Donc là, je l'ai fait dans le même fichier, dans la même page, etc. Mais ça peut être vraiment dans deux choses complètement séparées. Il y a une autre méthode avec donc les filtres. Donc là, c'est la même chose. Hein. Donc c'est toujours un shortcode, sauf qu'au lieu de prendre le doAction, j'ai mis un apply filters de la variable output qui récupère voilà, le conteneur de mon div. Donc ça permet de créer une autre fonction en fait, c'est une fonction qui va englober en fait cette partie-là dans un autre div en fait, tout simplement. Donc voilà, rien de vraiment compliqué en détail. Donc voilà, en détail, ça m'ajoute en fait au résultat cette partie-là et cette partie-là. Donc la même chose, c'est-à-dire que dans deux sections différentes, dans deux fichiers différents, deux plugins différents, quoi que ce soit, on peut ajouter du contenu, modifier le contenu sans modifier le code source. On peut aussi combiner les deux méthodes, c'est-à-dire avoir le doAction et le apply filters dans le même code. Ici, on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, le doAction qui se met là. On récupère ça dans la variable sur laquelle on applique un filtre en fait. Donc du coup, ça, à mon avis, c'est la manière la plus optimale de créer un shortcode, parce que là, on a le choix entre filtrer par donnée ou filtrer par action. Donc pour ouvrir votre code à d'autres développeurs, il y a les hooks, donc les actions, les filtres, et il y a aussi le templating. Donc le templating en français, on dirait que c'est des modèles. Les modèles, c'est en fait tout un tas de fichiers qui vont être mis les uns avec les autres pour constituer une page, un élément, etc. Utilisation des modèles, bah c'est ce que je viens de dire, c'est charger ses propres fichiers sans charger les fichiers par défaut de WordPress. Parce que par défaut, quand on voit la hiérarchie des modèles, on en a parlé tout à l'heure, vous allez avoir des fichiers single.php par exemple qui va être loadé par défaut. Et vous pouvez choisir de changer ça en fait, de changer cette manière de faire. Alors j'ai fait un petit bout de code. Je ne sais pas si vous pouvez voir du fond. Si, ça va. Alors, je vais rentrer brièvement dans le détail et de toute façon, il y aura un lien à la fin qui permettra d'aller sur un article que j'ai écrit sur TubePlus qui permet d'avoir vraiment toute la totalité de la description de comment il faut faire pour utiliser ses propres modèles plutôt que de charger les modèles par défaut de WordPress. Donc en gros, j'ai créé un post type testimonial, donc témoignage, et j'aimerais qu'au lieu de charger le single.php ou le single-testimonial.php de mon thème, que j'utilise un single.php qui soit dans le dossier de mon plugin. Du coup, ça permet pour moi d'avoir plus d'opportunités de modifier ce visuel en fait. Donc je récupère l'ID du post, je charge le modèle par défaut pour tous les autres custom post type, et si jamais il n'y a pas c'est un custom post type testimonial, je récupère via cette fonction là que j'ai détaillée juste dans la slide d'après le single. Voilà, tout bête, hein. Ça permet, je ne rentre pas dans le détail du code en gros, mais ça veut dire que ce qu'il faut voir ici, c'est que ça va aller charger le template qui se trouve dans le plugin template dans le dossier de mon thème. Oui, c'est ça. Et ici, si jamais ce fichier n'existe pas, ça récupère dans le dossier template de mon... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? Plugin template, ouais, c'est ça. Et du coup, soit on décide de charger le fichier depuis le thème, soit on décide de le charger depuis le plugin, tout simplement. Donc, et on sort un apply filter sur le template. Donc ici,
je mettrai les slides en ligne. Vous avez le tutoriel complet plus le code complet. Et en gros, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il faut utiliser le templating parce que si vous ne le faites pas, vous allez limiter tous les designers, tous les créateurs de thèmes, etc. à ne pas utiliser votre plugin, votre produit, parce qu'il n'y aura pas cette flexibilité au niveau du visuel. Alors, par exemple, sur WooCommerce, on a 111 modèles. C'est-à-dire que si vous êtes sur une page, n'importe quelle page de WooCommerce, chaque élément, en gros, le prix, le bouton ajouter au panier, l'image, la liste des images en dessous, etc. Tout ça, c'est un fichier à chaque fois. Et on peut choisir d'en modifier que un à la fois. Donc c'est d'une puissance assez phénoménale. Et surtout, ça laisse la possibilité à d'autres de pouvoir complètement refaire le visuel de votre plugin sans modifier. Donc c'est assez génial. Donc la méthode, c'est juste de créer un dossier dans le dossier du thème et puis de copier les modèles par défaut et de les modifier. Un autre moyen d'ouvrir votre code aux autres développeurs, c'est d'utiliser une API. Pardon. Alors une API, c'est hyper puissant, mais ça reste quand même pour des plugins qui sont assez conséquents. C'est vrai que si vous avez un petit plugin de témoignage ou quoi, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir ça. Mais dans le cadre de WooCommerce, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi c'est super important d'avoir une API. Donc plus votre projet grossit, plus la création d'une API propre fait sens. Voilà, j'ai mis la définition de l'API, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'API REST de WooCommerce. Donc je parle beaucoup de WooCommerce, on ne sait pas vous faire de la promo, c'est parce que c'est ce que je connais le mieux, tout simplement. Alors l'API REST, ça sert à quoi? Ça sert en fait à récupérer des données, notamment dans notre cas via des URL, et puis faire soit du push, soit du get. Je vais vous montrer tout à l'heure vraiment jusqu'où on peut aller, et c'est plutôt intéressant. Donc ouais, l'API, c'est ce que je viens de dire, permet de lire, de récupérer des données, etc. Ça passe par le format JSON, donc c'est plutôt simple à utiliser. On peut choisir SEAP, etc. Ça, c'est vraiment un choix qu'on fait quand on crée sa propre API. Par exemple, on peut récupérer la liste des produits, par exemple, sur son catalogue. On peut récupérer les commandes, les commandes qui ont uniquement le statut terminé, etc. Ou alors carrément passer des paramètres un peu plus compliqués, style la date de création, la date de validation, la date de paiement, etc. Donc on peut aller vraiment très très loin dans la gestion de l'API. On peut aller tellement loin qu'on peut même créer des applications mobiles. Par exemple, sur WooCommerce, on a sorti cette application qui s'appelle WooCommerce iOS, tout simplement, et qui permet d'accéder à vos produits, d'accéder à vos commandes, d'ajouter autant de sites que vous voulez, et donc d'avoir tout ça sur votre téléphone. Et tout ça, c'est grâce à l'API. C'est-à-dire que sans cette API-là, il n'y a aucun moyen de récupérer ces données-là, à moins de faire vraiment un système très très complexe. Donc, si votre plugin, si votre application devient vraiment conséquente, l'intérêt d'une API, c'est vraiment quelque chose de primordial, parce que ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir converger sur votre plateforme. Vous n'avez qu'à voir sur l'API, par exemple, d'Envato, CodeCaillon, ThemeForest, tout ça. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, et ça fonctionne sur le même principe. Je vous ai mis quelques liens que vous retrouverez dans les slides sur des articles intéressants, des tutoriaux sur l'API WooCommerce, qui vous permettra vraiment d'aller un petit peu plus loin. Donc pour résumer, quand on veut rendre un plugin modulable, on a trois manières principales d'agir sur ça. C'est donc les hooks, les modèles et les API. Donc pour gérer tout ça, quand vous êtes tout seul, ça va. Mais dès lors que vous voulez ouvrir votre code, il faut mettre en place des outils pour les autres devs qui seraient à même de venir contribuer à votre projet. Donc ces outils, j'en ai listé quelques-uns qui sont les principaux. GitHub, donc pour permettre à n'importe qui de pouvoir proposer du code, et à vous de choisir si vous validez le code, si vous le modifiez, etc. Trello, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment pour de la gestion de tâches, etc. Il y a des boards, vous glissez des tâches, etc. Vous avez
qui est donc un chat spécifique qui se connecte à GitHub. Donc c'est plutôt pratique. Si vous n'êtes pas trop nombreux, ça fonctionne. Dès lors que vous êtes sur un projet un peu conséquent, ça peut commencer à devenir un peu compliqué. Vous avez les GIST. Les GIST, c'est pratique parce que ça permet dans des forums, dans des articles, etc., de balancer un peu de code facilement. C'est lié à GitHub, évidemment. Et je n'ai pas parlé des traductions, mais Transifex permet aussi à des traducteurs d'aller soumettre ou d'aller participer à la traduction de vos propres produits. Donc c'est plutôt intéressant dans le sens où quand vous créez un plugin modulable, donc c'est orienté développeur évidemment, mais il n'y a pas que les développeurs, il y a aussi les traducteurs, et les traducteurs, c'est eux qui vont aussi permettre de répandre l'image de votre produit dans d'autres pays. Donc c'est pas à négliger, et Transifex c'est un outil qui vous permettra de le faire. Donc voilà. J'ai pas tout couvert parce que pas trop le temps, et j'aimerais qu'on ait le temps de discuter en fait avec des questions. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de regarder ces quelques slides, même si je sais que je ne suis pas tellement dans le détail, mais c'est vraiment pour après essayer de créer une espèce de discussion autour de ça. Et puis pour me dédouaner de ne pas avoir amené ni de stickers, ni de statues, ni de t-shirts ou quoi que ce soit, je vous ai mis 25% sur votre prochaine commande chez Wootem en utilisant le code qui est dessous, qui sera valable jusqu'à lundi seulement. Mais j'ai acheté des plugs hier. Mais hier, il y avait le Black Friday. Donc ça a fait moins 25 plus moins 50. C'est pas qui me l'a malheureusement. Tu peux te faire rembourser et puis... Ouais, mais tu m'envoies un mail. Donc voilà, je pense que maintenant on peut passer aux questions, aux interactions. Si vous avez des idées, des choses à partager, parce que on n'a pas la science infuse, on sait juste qu'il y a des choses qui sont conseillées, et puis il y a d'autres trucs, bah voilà. Très beau slide. J'avais une question sur le fait de monétiser un plugin. J'avoue, j'y pense un peu. Et ce qui est un truc qui m'embête, c'est j'aimerais évidemment ouvrir le code, parce que d'une, je ne suis pas un collab loin de là, et j'aimerais bien qu'on m'aide à améliorer la chose. Ouais. Mais je me dis, si c'est pour le vendre plus tard ou en faire une version premium, je trouve pas ça forcément très, je sais pas, éthique. Enfin, mettre un GPL. Moi, je pense que il n'y a pas de version premium possible en GPL. Ouais, mais faire un add-on qui se baserait sur la version que les d'autres m'auraient aidé à rendre. Après, ça c'est une question d'éthique, je pense. Mais ouais, je pense que là, en ce moment, ce qui marche très fort, c'est le freemium. C'est-à-dire que tu pars sur une base gratuite, et puis après, tu crées un écosystème de produits payants autour. Après, je ne sais pas si ça s'applique à ton produit, mais c'est, à mon avis, le meilleur moyen d'impliquer d'autres personnes autour de ton projet. Et à côté de ça, de pouvoir gagner de l'argent, parce que c'est quand même le but. C'est pas faire du code juste pour la postérité, c'est vraiment pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Si tu as la capacité de le faire, tu pars sur du gratuit, tu ouvres ton code avec les outils et les méthodes que j'ai expliquées ici. Et puis à côté de ça, si tu peux, tu rajoutes des fonctions coup par coup, mais par des add-ons en fait, que tu mettras à disposition sur des plateformes payantes. Je pense que souvent ce qui peut se passer, c'est que quand tu ouvres ton code et tu vois à qui ça intéresse, qui va venir donner un coup de main, s'intéresser, il peut y avoir des petits groupes qui se forment un peu naturellement, des gens qui sont intéressés peut-être d'aller plus loin, peut-être t'aider ou avoir leurs propres idées de ouais, ok, cette chose-là c'est une bonne base, toi tu as peut-être envie de faire ton add-on dans ce sens-là, et quelqu'un d'autre aura peut-être une idée de enfin, souvent des choses peuvent se faire aussi naturellement. Je pense qu'on est basé sur le GPL, on est basé sur le open source, donc on part tous de ce principe que c'est là pour collaborer, pour être gratuit à la base. Après, comme il dit, on sait aussi qu'il faut en gagner nos vies ou on a nos intérêts personnels. Donc, je pense qu'il n'y a pas à ce niveau-là une question d'éthique. De voir comment ça peut maturer de lui-même. Après, bon, les histoires de couteau dans le dos, ça peut arriver aussi. Mais par exemple, quand on est clair et qu'on communique. Quand tu vois sur WooCommerce, on a 200 contributeurs. Donc, c'est-à-dire que tu as 200 personnes qui ont pris de leur temps pour participer bénévolement au projet. Et nous, à côté, on gagne de l'argent sur des choses qui viennent se connecter à ça. Donc, tu pourrais dire que éthiquement, voilà, tu dis oui, mais bon, c'est grâce aussi à ces gars-là qui ont fait des choses, qui ont participé bénévolement au projet. N'empêche que c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu regardes tous les produits qui fonctionnent vraiment bien, ça passe sur ce modèle-là, sur le modèle freemium. On pourrait même faire une conférence uniquement sur le freemium parce que c'est tellement important. C'est ce que je disais au tout début de la conférence avec
avec les citations des fondateurs de Wooten. C'est vraiment le meilleur moyen d'inclure tout un tas de personnes dans ton projet et toi derrière en tirer des bénéfices. Oui, c'est vrai que ça met en exergue un aspect que je n'avais pas pensé, c'est que ça me permet moi de monétiser si on m'aide à faire que le cœur gratuit soit fonctionnel, mais ça peut permettre aussi à d'autres de faire des add-ons. Regarde, la société Skyverge, ils sont partis et il y avait un seul bonhomme. En un an, ils sont passés de 1 à 6 et c'est le produit qui se vend le plus. Et quand je dis que ça se vend le plus sur Wooten, quand ça vend bien. Quoi. C'est quoi? Je C'est- ne connais pas. Ça fait quoi? C'est pour vendre des abonnements. Des abonnements récurrents, etc. Et là-dessus, vous avez gagné d'argent ou pas du tout? En fait, eux sont ce qu'on appelle des third-party développeurs. Donc, ils vendent chez nous et nous, on prend une commission de 50%. Oui, donc même vous avez gagné. Ouais, c'est le but. C'est C'est votre le marché. but, c'est comme Code Canyon, Advato, etc. Sauf que ils bénéficient de l'image de vous et puis c'est donnant-donnant. Quoi. Je veux dire, eux, ils font leur beurre, nous, on fait le nôtre et ça fonctionne vraiment bien. Après, le truc pour revenir à l'éthique, c'est que, ok, il y a des gens qui contribuent, mais ils trouvent forcément ils ont quelque chose à gagner parce qu'ils améliorent sûrement aussi pour leur propre projet. Mais après, si toi derrière c'est toi qui apportes le support, c'est normal que ce soit toi qui sois rétribué, même si c'est leur travail à la base. Les développeurs de subscription, par exemple, ils sont énormément impliqués dans le développement de WooCommerce Core. C'est-à-dire que, imaginons que dans leur plugin d'abonnement, ils aient besoin d'un filtre ou d'un hook à un tel moment, ben, ils vont le soumettre, et du coup, ça va leur permettre à eux, derrière, de pouvoir rajouter une fonction, et tu vois, c'est vraiment donnant-donnant, en fait. Donc, En fait, les add-ons de Wooten, c'est une place de marché où n'importe qui peut proposer un add-on. Ouais, c'était comme ça avant. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde pouvait proposer des add-ons. Et là, moi, quand je suis arrivé à Wooten, il y a presque 2 ans, on était 24, on est 45 maintenant. Et donc, on a pris le parti d'essayer de développer plus en interne. D'une part, parce que c'est plus intéressant financièrement pour nous. Et d'autre part, parce que c'était compliqué de travailler avec certains développeurs qui n'étaient pas forcément fiables à 100%, qui avaient des plugins qui généraient beaucoup de support. Donc on essaye d'écrémer un peu. Donc pour l'instant, plus personne ne peut proposer d'add-on pour WooCommerce sur notre plateforme, à moins que ce soit un truc vraiment révolutionnaire. Si c'est un truc un peu bancal, ça passera pas. Mais après, si jamais ici il y a quelqu'un qui est vraiment au taquet et qui a un super truc, il faut me contacter. Et puis, il y aura toujours moyen. J'en ai un. Ouais. Ça n'empêche personne de faire des plugins après puis de les proposer sur son propre site. Moi, je vends des plugins sur Code Canyon, j'en vends sur mon site. Ça marche, il faut juste pas qu'ils soient en concurrence avec les plugins qu'on vend sur wooten.com. Mais après, toi, tu peux vraiment en faire. Hein. Si tu regardes c'est dommage, j'avais des slides, là je peux pas vous les montrer, mais c'était de la présentation de Marc au WordCamp Cape Town, où il y avait des graphiques qui... Bon, allez, je vous les montre quand même, allez, on s'en fout. Je dis ça... Non, je dis ça, je peux pas. En fait, je peux pas vous les montrer. Et c'est vraiment... quelque chose qu'il faut faire, quoi, parce que tu vas sur Code Canyon, des plugins qui se connectent à WooCommerce, t'en as une tripalée. Franchement, t'en as plein et ça marche vraiment fort. Donc ça aide à contribuer à la notoriété de WooCommerce. Et à côté de ça, il y a des développeurs qui se font de l'argent, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est un système qui marche fort et qui permet de satisfaire tout le monde. Et ça, c'est possible uniquement parce que le code il est modulable en fait. Enfin, le plugin est modulable, donc le code est ouvert. C'est surtout ça. Ouais. Et sur les add-ons qui sont proposés sur Wooten, donc pas les vôtres, mais qui est sur le support? C'est vous? C'est nous. C'est vous, ouais. C'est nous. En fait, alors pour rien C'est vous cacher, important, ouais. Si les gens font n'importe quoi, Bah, déjà, À 50% quand même, qui gère le support. Ouais. Oui, donc c'est justifié du coup. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu achètes un produit sur Wooten, tu as 1 an de support, forcément, qui est inclus avec. Et dans ce support-là, alors sur la partie WooCommerce uniquement, on a en tout sur le support, on a une vingtaine de personnes. Tu en as une grosse partie qui est attribuée à, enfin, tu en as 12 qui sont sur WooCommerce uniquement. Et après, ça c'est segmenté un peu selon les besoins, donc les passerelles de paiement, tout ce qui est shipping, livraison, etc. Et puis après, tu as le reste, donc booking, subscription, etc. Donc nous, on gère le support pour les third-party développeurs. Donc du coup, ça peut parfois être un peu compliqué parce que le développeur
développeur a besoin de rajouter une fonction, de fixer un bug ou quoi. Donc du coup, il y a quelques délais des fois. Donc ce qui fait qu'on a pris uniquement des gars dans l'équipe de support qui ont un background technique. Et du coup, on est à même de fixer nous-mêmes les bugs, de rajouter des fonctions s'il faut, sans passer par le développeur. Donc du coup, on fait une pull request ou on fait un commit, etc. Et du coup, le plugin est mis à jour sans passer par le développeur lui-même, en fait, qui intégrera ça. C'est vous qui contrôlez les plugins, en fait. Ouais, on peut dire ça. En même temps, c'est nous qui le vendons. Donc, Ouais. Mais l'auteur peut faire aussi ses pulls aussi ouais, bien sûr. Ouais, le plus souvent, c'est comme ça que ça se passe. Après coup, quoi. Bah, nous, on est obligé de tout valider, en fait. D'accord. On ne peut pas laisser un développeur... disons qu'on a un super plugin qu'ils ont bien ou quoi, et que le développeur... Il ne faut pas que ça bonisse. Ouais, c'est ça. Il faut être sûr que le code va fonctionner. Donc dès qu'il y a quelque chose qui est mis en ligne, nous on le valide, on le teste, on le valide, et on le remet en vente sur le site. Mais on est obligé nous-mêmes d'avoir derrière une validation manuelle, sinon il ne faut pas laisser juste le développeur avec un accès libre pour modifier ses plugins comme sur ThemeForest, sur CodeCanyon. Ça c'est super intéressant et super important parce que citer PrestaAddon ne fonctionne pas du tout comme ça. Et franchement, ce qu'ils vendent, il n'y a pas de support, Ouais. la merde. Je l'ai dit. Je vais pas dire, mais je l'ai dit quand même. Parce que merde. C'est intéressant parce que regarde sur Envato, ils ont décidé que le support allait devenir payant, enfin obligatoire pour tous les auteurs à partir du 1er décembre. C'est-à-dire que jusque-là, moi quand j'allais mettre des trucs sur CodeCanyon, je les mettais, et puis si je voulais, j'arrêtais de donner le signe de vie aux gars qui achetaient le plugin. Donc pas de support, rien. Et là ils se sont dit, bah, finalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là maintenant ça devient obligatoire. Donc c'est bien la preuve qu'il faut une implication derrière, quoi. C'est nécessaire. Ouais, attends, essayer de tourner un peu. J'avais une question par rapport aux outils tout à l'heure. Donc il y avait plein d'outils pour les développeurs, jusqu'à la traduction. J'ai trouvé ça pas mal parce qu'on sortait un peu des développeurs. Mais alors, pour la documentation, qu'est-ce qui C'est une bonne question. Parce que ça fait partie du partage. Par exemple, il y a le codex pour WordPress. Tu as plusieurs manières de gérer la doc. Chez Wootam, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout simplement un site WordPress avec un thème dédié. D'ailleurs, il y a un thème qui ressemble qu'en fait, il y a un gars qui s'est inspiré du modèle du thème qu'on a sur la documentation Wootam pour faire un thème accessible à tous, que j'ai moi-même installé sur ma propre documentation, mes propres plugins. Donc si vous allez sur mon site et vous allez dans la partie doc, vous arriverez sur ce thème-là, et il y a un lien en bas avec le nom du gars et un lien vers son site. Et du coup, ça marche bien. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très compliqué pour gérer la doc, en fait, dès lors que c'est accessible en ligne. C'est contributif. Ouais. Oui. Ouais, c'est un projet qui est sur GitHub. Et donc c'est un thème qui est inspiré du visuel de la doc Wootam. Et je vois pas de raison de passer sur un système autre parce que ça marche super bien. Tu as juste deux petits boutons qui disent cette page a été utile ou cette page n'a pas été utile. Et ça permet d'améliorer la doc. Moi, je voulais revenir sur le support. En fait, c'est quand tu publies un plugin, etc. J'imagine que tu fais un peu de support derrière, sans parler. Tu dis sur CodeCanyon ? Oui, par exemple. Ouais. Le fait de l'ouvrir, j'imagine que tu as pu constater peut-être une baisse en termes de support, parce que justement, comme c'est modulaire, peut-être que le nombre de demandes pour pouvoir améliorer le plugin. Mais est-ce que tu pourrais donner une évaluation de combien ça t'implique comme travail au niveau du support ? Ouais. C'est difficilement quantifiable dans le sens où c'est un peu toi qui décides si tu supportes ou pas ton plugin. Donc en gros, si tu n'en as rien à foutre, tu te dis bah, j'ai des demandes et je les laisse comme ça. Après, si tu fais ton travail un peu consciencieusement, et selon le volume de vente, ça peut vite devenir compliqué. Moi par exemple, avant de travailler pour Wootam, je travaillais pour Pippin Williamson, qui est donc le mec qui a fait Easy Digital Downloads, et avant ça qui a fait énormément de plugins sur CodeCanyon, qui était dans les 10 meilleurs vendeurs de CodeCanyon. Et j'ai travaillé pour lui pour faire du support sur ses propres plugins, parce que lui, il n'arrivait plus à supporter tous ses plugins, il y en avait trop, il y avait trop de demandes. Il a fallu qu'il emploie quelqu'un pour le faire. Donc de là à pouvoir créer un emploi sur la base uniquement du support, c'est qu'il y a quand même pas mal de taf. Après, ça dépend du volume de vente. Moi, perso, quand je faisais que ça, j'ai eu une période où je faisais que du CodeCanyon. Je passais bien 2 heures par jour à faire que du support.
Et puis après, j'ai décidé d'essayer de charger un peu plus au niveau documentation. Là, ça a réduit le nombre de tickets. Et du coup, là, ça reste gérable, quoi. Mais tu regardes, nous, chez Wootem, on a 10 000 tickets par mois, quoi. Alors, c'est dans des volumes conséquents, mais ça reste complètement vertigineux par rapport à par exemple, NinjaForm, qui est un plugin de création de formulaires. Eux, ils ont quasiment rien, quoi. Genre, ils ont peut-être un gars et demi sur le support, quoi. C'est rien, nous on en a 20, quoi. Donc c'est vraiment, ça dépend de ton business, ça dépend de la qualité de ton code, ça dépend de la qualité de ta documentation. Le support, il est payant aussi, non? Il est inclus en fait. Il est inclus quand tu achètes un achat produit. des... Ouais. Mais si on prend juste la version premium, il n'y a pas de support, j'imagine. Bah, qu'est-ce que tu entends par la version premium? La premium, freemium, en fait, c'est WooCommerce lui-même. Là, par contre, il y a zéro support. Oui, Parce voilà, que c'est gratuit et que c'est déjà bien d'avoir un système qui te permet déjà de toi de gagner ta vie. On va pas en plus t'apporter du support. Mais c'est ça, hein. Parce que sinon, ça devient un peu compliqué, ça devient pas viable surtout, et du coup, c'est le meilleur moyen de couler la boîte. Voilà, quoi. Après, on s'appuie sur la communauté aussi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, sur WordPress.org, tu as un forum, et du coup, nous, on a décidé de ne pas répondre sur le forum, parce que, voilà, on estime que, déjà, proposer le système en gratuit, c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, en gros, tu as un WooCommerce, tu payes 0. En fait, tu as WordPress 0, WooCommerce 0, tu as juste ton hébergement à 10 balles par mois, et ben, tu peux déjà gagner ta vie, quoi. Donc bon, c'est déjà pas mal. Après, évidemment, tu achètes un truc à 100 $, c'est sûr que derrière, tu veux du support. Logique, quoi. J'avais une remarque inspirée par un peu une conférence de ce matin sur WP-Clip. C'est que peut-être ça peut être pas mal dans l'idée de rendre son plugin accessible à d'autres développeurs, de penser sur des plugins assez techniques, de les rendre accessibles en ligne de commande. Je ne sais pas si c'est fait sur WooCommerce, peut-être pas, mais par exemple, si on imagine demain sur un projet assez système d'avoir envie de remplir une base produit WooCommerce à partir de fichiers du système, le fait de rendre accessible en bash le plugin, ça peut être pas mal. Je regardais pendant la conférence de ce matin la doc de WP-Clip, et notamment cet outil qui permet en 30 lignes de code, si ton plugin est bien structuré, de créer les alias WP-Clip qui vont permettre d'accéder à tes fonctions PHP que tu as développées par ailleurs, et donc de très très vite rendre accessible en ligne de commande les fonctions de ton plugin. Je pense qu'il y a peut-être des choses à creuser. Ouais, clairement, c'est sûr que c'est une super idée. Nous, on a un script en fait qui va aller scroller tout le code et qui va aller créer la documentation technique en fait, comment on appelle ça, on va dire la liste des fonctions, ouais, voilà. Et du coup, tu as tout en fait généré automatiquement, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire en bash aussi. Pour être totalement honnête, WP-CLI ou WP-Clip, je l'ai découvert ce matin. Du coup, plutôt belle découverte. Oui, mais c'est pas mal. Hein, ouais, c'est top. Hein. Parce que moi, j'ai fait des fichiers bash pendant des années en PHP. Et là, quand je suis tombé justement sur ça, j'étais en train de vraiment me prendre la tête sur la base de données, comment faire le déploiement sur la base de données. J'ai regardé un peu comme toi tout à l'heure. Il y a pas mal de trucs à faire sur le déploiement avec WP-CLI. Ouais, c'est clair. Je pense qu'en rentrant, j'ai essayé de me faire un petit script un peu sympa. Non, moi j'en ai. Je laisse tomber, je t'enverrai des scripts que j'avais déjà fait entièrement en bash. Par exemple, moi, pour créer un projet WordPress, je mets juste le nom sur mon truc. Ouais, mais ça fonctionne. Voilà, et il me crée tout, le vhost, la base de données, c'est top. il m'écrit tout sur le fichier conf, je tape mon URL et je suis déjà connecté. Donc, c'est top. Après, je pense que chacun doit développer ses propres outils pour pouvoir, tu vois. Mais en bash, je pense qu'il y a pas mal qui ont fait le faire, qui l'ont fait. Moi, j'ai fait des trucs comme ça aussi, mais par contre, WP-Clip permet d'aller préconfigurer des choses, etc. Qu'avant, il fallait aller dans la base de données et tout. Ouais, t'as une puissance qui est assez phénoménale. Ouais, ça dépend. Moi, PHP Miami, ça fait presque un an, je l'utilise même plus. Quoi. C'est tu vois, clair. Moi, j'utilise, je sais pas, vous connaissez Jenkins? Ouais.
Voilà, et voilà, en fait, Jenkins, c'est un truc qui gère plein d'actions, en gros. On dit, voilà, fais-moi ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Tu peux définir des variables, tu lui donnes les variables, et il exécute tout seul, quoi. Ah, c'est top. Donc, en fait, je voulais faire ça pour les gars qui bossent avec moi. Même je ne suis pas là, et je n'ai pas envie qu'ils tapent des lignes de commande. Donc, Jenkins me permettait qu'il se configure, qu'il se connecte à l'interface, c'est une interface graphique, il met le nom, il appuie OK. Ah, c'est cool. Non, franchement, c'est ce qu'il faut faire. S'il y a une dernière question, c'est maintenant. Ouais. Est-ce que de rendre tout modulaire en plein de TP, ça ruine un peu les performances à force? Non, ça ruine pas les performances, c'est comme ça que WordPress est créé. Ce qui a fait la popularité de WordPress, c'est ça. En fait, WordPress ne serait pas WordPress sans les hooks, clairement. Après c'est sûr que si, c'est ce que je disais dans le podcast Very French Trip l'autre jour, si tu as 40 plugins sur ton site et qu'ils sont tous bien faits, point de vue perf, tu verras pas la différence. Par contre, si tu en as juste un et qu'il est mal fait, ça peut te ruiner ton site. C'est juste une question de qualité de code, mais pas de quantité. Tu peux rajouter autant de filtres que tu veux, ça changera absolument rien. Moi, j'ai utilisé User Pro, justement, avec WooCommerce. Et sur la dernière version, il y avait un truc qui me faisait ralentir énormément justement WooCommerce, énormément, parce que il lançait un JavaScript derrière, ce qui fait que ma page ramait, j'avais plus de une seconde et demie avant le chargement de la page. Ils ont corrigé quand même, mais les trucs comme ça peut vite arriver. C'est clair. J'ai eu des questions vite fait là-bas. Ouais, sur les hooks justement, est-ce que si en métro, il n'y a pas de... Je t'ai pas entendu. À propos des hooks, ouais. Toujours, enfin, des actions, si on est en métro, est-ce qu'il n'y a pas plus de risque que monsieur n'importe qui essaie de faire des choses et pète tout, et puis on vienne plus rapidement au support péter tout, que tu le dis, pas forcément, parce que tu vas pas en mettre non plus juste pour faire plaisir, tu vas en mettre là où il y en a besoin. Ouais. Imaginons que tu as une liste déroulante par exemple, enfin un drop-down, tu vas mettre un filtre pour pouvoir ajouter une option. Il faut prendre du café, Jenny, je pense que tu es fatigué. Non, mais tu vois, par exemple, là tu vas en mettre un, mais tu n'es pas obligé d'en mettre partout non plus, quoi. Il faut que ça reste cohérent. Après, péter tout non, parce que ça sera péter tout avec un code tiers. Ça sera pas avec c'est pas ton code à toi, tu vois. Ton code il reste. Ouais, c'est ça. Tu dis bah voilà, c'est lié à tel plugin et puis voilà. Tout le monde n'a pas la présence d'esprit. À partir du moment où tu vois le message d'erreur généré, tu vois le. En fait, de toute façon, c'est pas ton problème à toi. Non, mais justement, c'est ce que je disais, c'est que c'est pas ton problème. Puisque c'est le gars qui a fait son hook, mais n'empêche que c'est ton plugin, et donc il va penser que c'est sur ton support qu'il va devoir s'adresser. Ouais, mais ça c'est facile de lui faire comprendre que c'est pas lié à toi. Tu dis désactive tel truc, le problème est réglé, donc ça vient pas de nous prendre. Oui, bien sûr. Mais ça fait toujours. Nous, je sais pas, c'est un ticket sur 5. Ouais, c'est vrai. Du coup, ouais, mais après, tu as une réponse toute faite. D'ailleurs, pour ceux qui font du support, beaucoup de support, il y a un logiciel qui s'appelle Text Expander qui permet de. Voilà, ça fait partie des outils. Mais tu vois, en fait, tu tapes une chaîne qui va être remplacée par ce que tu veux. En fait. Et donc, du coup, nous, on a mais des centaines de phrases préfaites. Désolé si jamais il y en a qui, des fois, on ne voit pas de la même chose. Mais donc, voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin du timing.